Vous êtes sur Mosaïque. Et papy, t'as vu? Avec ces 3 touches, tu appelles directement papa, maman et mamie. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Mesdames, messieurs, bonjour, voici la météo de ce samedi. L'été s'installe et le soleil se fait de plus en plus généreux. Une belle journée ensoleillée. Température pour les minimales de 10 à 14 degrés, quant aux maximales, elles s'échelonnent de 26 à 28 degrés. Pour le reste du pays, que dire de plus? Il fait beau et chaud. Température de 15 à 28 degrés pour le nord et de 20 à 32 degrés pour le sud. Demain, samedi 6 juillet, nous fêtons les Mariettes. Le soleil se lève à 5h33 pour se coucher à 21h38. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un bon week-end et à bientôt. Mon papy a pensé à son confort et à sa sécurité avec le téléphone senior. Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Le tri, ça finira bien par rentrer. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. La paroisse Saint-Marc vous invite à Sirstal ce samedi 6 et dimanche 7 juillet pour sa grande kermesse. Dimanche, animation non-stop de 11h à minuit dans une ambiance conviviale. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Bobo le Dino, c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ecomag, le rendez-vous économique de vos télévisions locales. Voici tout de suite le sommaire de ce mois-ci.
Au programme de ce nouveau numéro d'Ecomag, une entreprise pas comme les autres, l'écurie d'Enchambert est à la fois un modèle économique et un refuge écologique pour nos amis à quatre pattes. 50 ans de savoir-faire au sein de la menuiserie Pfirsch qui conçoit et fabrique du meuble d'intérieur et d'extérieur à Groß-Biedersdorf. Innover en termes d'énergie, c'est le credo d'Alfea, l'association lorraine pour la promotion de l'hydrogène et ses applications, implantée à Forbach depuis 1986. Vous l'avez découvert au fil des mois, Ecomag, c'est une manière de vous faire découvrir le secteur économique de votre région, du bassin houiller au Pays de Bitche, en passant par le secteur de Sarreguemines-Sarralbe. Et c'est aussi souvent l'occasion de vous faire découvrir des entreprises méconnues, parfois dans des secteurs inattendus. Preuve en est encore une fois ce mois-ci avec une incursion à Enchambert. L'écurie Les Laurentides est un havre de paix pour les chevaux. L'établissement s'est orienté vers une solution écologique pour ses écuries. Les chevaux y trouvent le confort, mais aussi des équipements d'entraînement sportif de qualité, notamment pour le saut d'obstacles. Reportage de Julien Metz. À Lemberg, au lieu-dit du domaine de la Finsterbach, un grand complexe équestre Les Laurentides a récemment ouvert ses portes. Des infrastructures adaptées, une carrière extérieure de détente, un manège couvert, autant d'installations dont dispose l'écurie qui regroupe plusieurs activités dont la pension de chevaux. C'est une écurie de pension de propriétaires. On fait aussi du commerce de chevaux, donc on prend des chevaux au travail dans l'optique de les valoriser. On les sort en compétition. On espère organiser plusieurs compétitions sur l'année, donc attirer beaucoup de cavaliers extérieurs. On a toute l'infrastructure est prévue en fonction de ça. C'est en 2006 que Bettina Fabin, gérante du domaine, a concrétisé son idée de créer ce centre hippique ouvert depuis le mois de janvier 2013. En étroite collaboration avec un architecte, Madame Fabin a pensé l'agencement de l'écurie. Et c'est non sans difficulté qu'elle a mené à terme son projet, initialement prévu comme un hôtel pour chevaux. L'emplacement de ce domaine équestre a par ailleurs été mûrement réfléchi. Après une étude de marché, il s'est avéré que cette vallée était stratégiquement un terrain idéal. C'était logiquement prévu comme étant une écurie, un hôtel pour chevaux, annexe à un hôtel qui devait se construire en contrebas de la vallée au Löschersbach. Cet hôtel, on a eu quelques soucis de permis de construire à cause des fouilles archéologiques. Donc pour l'instant, on a un peu stoppé le projet. On n'arrive pas à trouver d'accord. Et malgré tout, on a construit l'écurie et puis on a revisité un peu l'optique de l'écurie en faisant de la pension propriétaire et écurie de commerce, valorisation de chevaux. Les Laurentides comprennent 32 boxes attenant à 32 paddocks. Vaste de 400 hectares, les cavaliers et leurs équidés trouvent ici un confort de repos, mais aussi des équipements d'entraînement sportif, notamment pour le saut d'obstacles. Le centre s'oriente vers le respect et le bien-être du cheval et ce sont 6 employés qui participent au bon fonctionnement du domaine. Leur recrutement a d'ailleurs été minutieusement orchestré. L'employé le plus difficile à recruter, c'est le cavalier professionnel. Donc c'est celui qui travaille les chevaux, qui les sort en compétition et ça a été vraiment très dur. Pour ça, il faut réellement débaucher pour trouver quelqu'un de bien et quelqu'un de sérieux et de bon. Et là, on a débauché dans le Haut-Rhin, sur Colmar. Il commence au 1er juillet. Et sinon, on a 2 PPGEPS dans la structure, un palefrenier et puis une stagiaire qui sera apprentie l'année prochaine chez nous. Proche des frontières allemandes et luxembourgeoises, Madame Fabin espère attirer une large clientèle. Elle a également l'espoir d'agrandir son site pour proposer à ses clients des services supplémentaires, par exemple une aire de jeu pour enfants et un parcours de santé. On espère, c'est-à-dire qu'on a pour projet encore de construire une annexe, un Barnes de 32 box qui se trouvera en contrebas et on espère vraiment attirer une clientèle du Benelux, allemande, néerlandaise et vraiment pouvoir agrandir le site. Les Laurentides, le fruit du labeur de sa gérante qui confie passer ses journées dimanches y compris dans ce vaste domaine équestre. Entreprendre un tel projet, un pari osé, mais gagné. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps après les Laurentides. Les journées sont très très longues. Et il n'y a plus de férié, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus réellement de temps libre, non.
En plus des reportages, Ecomag, c'est aussi l'occasion de vous donner en bref des nouvelles de l'économie de votre secteur. Eh bien, sachez que la première journée professionnelle du réseau Action Sarre-Lorraine se déroulera mardi 24 septembre. Elle aura pour thème des solutions nouvelles pour développer les réseaux d'affaires transfrontaliers des PME-PMI. Elle marquera le lancement officiel de la plateforme d'apprentissage Action Sarre-Lorraine, dédiée à la structuration des compétences transfrontalières des PME sarroises et lorraines. En matière de savoir-faire, la menuiserie Pfirsch a largement fait ses preuves. Implantée depuis 1988 dans la zone commerciale et artisanale de Großbiedersdorf, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1954 par Robert Pfirsch. Forte de ses 50 ans de savoir-faire dans la conception et la fabrication de mobilier d'intérieur et d'extérieur, la menuiserie se diversifie. Catherine Henrich a rencontré le maître menuisier Hubert Pfirsch. Le savoir-faire de l'entreprise Pfirsch est exposé ici. Du sol au plafond jusqu'à l'ossature en bois du bâtiment, tout est le fruit du travail de la vingtaine de menuisiers employés par le maître menuisier Hubert Pfirsch. Mon père m'a mis sur la voie, on va appeler ça comme ça, hein, tout petit déjà. Ben, c'est vrai que ça m'a plu, donc j'ai suivi. Et j'ai suivi vraiment en allant au fond des choses. Et en essayant d'inculquer tout ça au personnel, ce qui a donné un savoir-faire conséquent. Et ça nous permet aujourd'hui de nous adapter à toutes les situations. Hein. Donc, en sachant que le monde est changeant, les produits, les modes, tout ça change perpétuellement et continuellement, et à une vitesse constante. Donc, voilà, ça nous facilite l'adaptation aux nouveaux produits. À l'origine, Pfirsch était spécialiste du meuble, avec une partie ébénisterie parfaitement maîtrisée. Effectivement, le meuble, c'était mon idée. On a foncé un peu là-dessus parce que, bon, il y avait également la clientèle en face. Aujourd'hui, ça s'est un peu réduit, en tout cas dans la façon dont on le faisait à l'époque. Donc aujourd'hui, on s'est adapté à une mode beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, et en utilisant des matériaux nouveaux. Beaucoup de panneaux, des produits en stratifié, compacts, voilà, toutes sortes de matériaux nouveaux qui n'existaient pas il y a 20 ans, ou qui étaient très peu utilisés. S'adapter au marché et se diversifier, c'est le gage de la pérennité. Depuis quelques années, on retrouve la patte des menuisiers de Pfirsch un peu partout. À la mairie de Hambach, à la crèche communautaire La Bulle Enchantée ou encore au centre nautique. En plus d'être de bons artisans, les menuisiers sont aussi créatifs et bourrés d'imagination. Comme challenge, on va parler tout simplement de l'accès du centre nautique. C'est pas plus vieux que septembre l'année dernière. On nous a demandé de faire un projet pour cet accueil. Et donc, avec le salarié qui était en charge donc, de le réaliser plus tard, on a imaginé ensemble les formes et les dessins et les couleurs, jusqu'à la lumière, puisqu'on y a rajouté des LED dans ce cas-là. Et donc, ça a porté ses fruits, le projet a plu. Le travail du bois et la demande du marché ont orienté l'entreprise vers un secteur tout nouveau pour elle, la construction de maisons à ossature bois. On est loin de l'escalier sur mesure ou de la belle table marquetée, mais quand les menuisiers deviennent charpentiers, le travail se fait avec la même minutie. Notre technique de menuisier a permis de nous diversifier sur ce créneau, parce que les assemblages, en étant un peu plus dimensionnés que dans la menuiserie, sont les mêmes. Certaines techniques, pratiquement toutes les techniques se retrouvent, bien sûr, avec des adaptations et puis d'autres calculs des lois physiques, hein, bien sûr. Tout ce qui peut être fait de bois est réalisable dans ces ateliers. En ce moment, un cocon géant est en construction dans l'atelier. C'est la coque d'un espace destiné à l'heure du conte pour la bibliothèque de Beren. Avant de passer à la rubrique innovation, il y a du neuf à l'Université de Lorraine. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, a signé les premiers contrats 2013-2017
dont celui des sites lorrains et Nîmes et Université de Lorraine. Ce contrat vise à accompagner la co-construction d'une politique de sites adaptée au territoire. L'Université de Lorraine se voit dotée de 4 millions d'euros supplémentaires et de 60 emplois. Les moyens ciblent le développement des partenariats transfrontaliers, mais aussi de la recherche, du transfert et la création de plateformes innovantes au service des PMI-PME. Place à l'innovation justement, et ce mois-ci en matière d'énergie. En 1986, alors qu'une navette spatiale américaine explosait en raison d'une fuite d'hydrogène, naissait à Forbach Alfea, l'association lorraine pour la promotion de l'hydrogène et ses applications. Une coïncidence de l'histoire qui n'a pas terni l'enthousiasme de ces quelques passionnés visionnaires. Car près de 30 ans plus tard, l'hydrogène, et plus précisément l'hydrogène énergie et la pile à combustible, sont au cœur des réflexions en matière d'applications mobiles notamment. Vous allez tout de suite en savoir plus grâce à ce reportage de Jessica Petragalou. Deux atomes, reliés entre eux, voici la molécule d'hydrogène en bonne place sur le logo d'Alfea. Installé à la pépinière Eurodev Center, ce pôle de compétences propose depuis 17 ans son expertise technique et économique pour l'ensemble des thématiques liées à l'hydrogène. Principalement utilisé dans l'industrie du raffinage du pétrole et de la pétrochimie, son utilisation en tant que vecteur d'énergie suscite l'intérêt croissant des industriels. L'utilisation de l'hydrogène, que ce soit dans les véhicules, dans le stockage d'énergie, vont devenir une réalité à l'horizon de 5 à 10 ans selon les marchés qui sont visés. Si on prend les véhicules, les constructeurs de véhicules mondiaux annonce des commercialisations en petite série à l'horizon 2015-2017 et on envisage l'hydrogène comme vecteur de stockage d'énergie à l'horizon 2020-2025 pour répondre aux besoins massifs de stockage des énergies intermittentes qui se développent en Europe. Dans ce contexte de transition énergétique, l'hydrogène constitue un moyen de répondre à la problématique de stockage des énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire, notamment par le biais des piles à combustible. L'hydrogène peut aussi être utilisé comme prolongateur d'autonomie des batteries pour les véhicules électriques. Gauthier Vinet est l'un des ingénieurs conseils d'Alfea. Son domaine, les applications de l'hydrogène dans les transports. Un véhicule coûte entre 50 et 100 000 euros. C'est un véhicule. Une station, ça peut coûter jusqu'à, les plus petites, 500 000 euros. Donc on est vraiment sur des technologies qui coûtent encore relativement cher parce que justement pas développées encore et on n'en est pas encore à la production de masse. Voilà. C'est pour bientôt? Non. La production de masse, alors si on prend les grands constructeurs automobiles, 2014 pour Honda, 2017 pour Daimler, 2020 pour BMW. Donc on va dire qu'on y est bientôt, quoi. Voilà. Et pour Hyundai, c'est déjà, c'est 1000 véhicules produits. Donc c'est une petite série, mais on est déjà sur du véhicule de série. Des pays comme le Japon et l'Allemagne s'intéressent depuis longtemps à ce vecteur énergétique, encore peu développé en France. En Moselle-Est, après l'installation d'une pile à combustible il y a quelques années, Alfea travaille aujourd'hui avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence à la mise en service d'un véhicule utilitaire à pile à combustible et sa station de ravitaillement. Donc actuellement, on a tous les éléments, tous les ingrédients du projet. On est en phase de recherche de financement auprès des autorités régionales, nationales et européennes. Donc pour créer le premier véhicule qui fonctionnerait à l'hydrogène, c'est ça ? Alors pour mettre en service, en exploitation, en conditions réelles, un véhicule utilitaire, donc un prolongateur d'autonomie, ce qui serait une première en France, quoi. Pile à combustible, réservoir de stockage, véhicule, station d'approvisionnement, l'hydrogène n'est plus l'énergie du futur, comme les fondateurs d'Alfea l'imaginaient il y a 30 ans, mais bien la réalité de demain. C'est la fin de l'émission et de la saison. Ecomag prend des vacances. Rendez-vous en septembre pour le prochain numéro. Passez un très bel été. Bye bye. Bonjour et bienvenue dans le jardin sans souci. Oh, enfin du soleil, la chaleur, oh, l'été peut venir maintenant, enfin. On a vraiment attendu ça et on commence avec le sommaire.
Au sommaire aujourd'hui, le miel et les abeilles. Les insolivres sont passés par les ruches de Roland Zapp à Zétain. Et puis, nous suivrons les étapes de l'extraction du miel chez Bernadette Collin au Pré des Saveurs à Velferdin. Enfin, visite du tout jeune arboretum de Roulin à découvrir. Les abeilles, on sait, on les a besoin sur cette planète, on les a besoin dans notre jardin. Je suis une grande amie, pas seulement des abeilles, aussi de leur miel. Et on suivra ça tout de suite. Les apiculteurs de Moselle sont pour la plupart de petits exploitants possédant moins de 10 ruches. Roland Zapp est apiculteur à Zétain. Dans le cadre des Insolivres, toute une animation a été mise en place non loin de ces ruches avec pour thème autour du pot de miel. Avant le miel, il y a la ruche. Et si l'on veut comprendre comment une colonie fonctionne, il faut s'approcher de très près. Les moins courageux ont pu voir les abeilles à travers une vitre et les enfants de l'atelier de théâtre de Vitrin ont proposé un spectacle original et pédagogique pour expliquer la vie d'une ruche. Et rien qu'à les écouter, on s'y croirait. Aujourd'hui, on a une démonstration, un atelier d'hôtel d'insectes. On a une extraction de miel et on a une petite visite au rucher. Et là-bas, j'ai une ruche vitrée que les gens qui n'ont pas le courage d'aller avec moi aux ruches, qui peuvent voir les ruches sur place. Les abeilles, ils deviennent de plus en plus rares et c'est vraiment très important qu'on ait les abeilles pour la pollinisation. En France, la diminution des populations d'abeilles est effective depuis une bonne trentaine d'années. Ce phénomène touche d'autres pays d'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Une surmortalité accélérée depuis le milieu des années 90. Quand les apiculteurs tirent la sonnette d'alarme, c'est toujours pour les mêmes raisons, l'usage intensif de produits phytosanitaires qui intoxiquent les abeilles. Même si certains produits sont aujourd'hui interdits, d'autres prennent leur place. Il y a aussi les infections parasitaires, dont le varroa, un acarien qui peut anéantir un essaim en quelques semaines. Enfin, depuis peu, l'apparition d'un nouveau prédateur qui, pour l'heure, n'est pas encore arrivé dans l'Est, le frelon asiatique. Bernadette Collin est apicultrice depuis 5 ans à Velferdin. Elle propose au public des ateliers d'extraction de miel et les explications commencent près de celles qu'elle appelle ses filles. La récolte de miel se fait de manière très aléatoire, plusieurs jours de beau temps, des fleurs à leur apogée et les abeilles sont infatigables. Lorsque les cadres de cire posés par l'apiculteur sont pleins d'alvéoles et que ces dernières sont fermées, c'est le bon moment. La première chose à faire est la désoperculation. Il s'agit d'enlever la fine couche de cire qui couvre les cadres. Chaque alvéole contient un peu de miel. On fait tomber la cire dans un bac pour ensuite mettre les cadres dans l'extracteur à miel. L'extracteur peut contenir jusqu'à 12 cadres. Placés verticalement, ils vont tourner à l'intérieur de cette cuve et le miel sera projeté sur les parois, puis coulera au fond pour enfin être récupéré à la sortie de la valve. Le miel est filtré une première fois, ensuite il faudra le faire reposer quelques jours avant de le mettre en pot. C'est le temps de maturation. Une écume due à la remontée des bulles d'air emmagasinées dans le miel au cours des manipulations d'extraction se forme lentement à la surface. On peut l'enlever et ainsi le miel devient clair et pur et prêt à manger. Bernadette envoie régulièrement la production de ses filles pour des analyses et a remporté 3 médailles, gage de qualité de ses mielés. Et pour assister à un atelier de récolte de miel, le Pré des Saveurs a d'autres rendez-vous à vous proposer. Il suffit de s'adresser à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Pour assurer la pollinisation, certes les abeilles sont importantes, mais elles ne sont pas toutes seules. D'où l'intérêt d'attirer les insectes en tout genre dans son jardin. Pour ça, il y a un moyen efficace. D'abord, avoir dans son jardin des plantes qui peuvent intéresser tout ce petit monde, et ensuite proposer des refuges comme l'hôtel à insectes. Et quand il est fait maison comme ici à Zétain, c'est encore mieux.
Alors si vous voulez avoir aussi des abeilles dans le jardin, c'est en fait très facile. Vous plantez les choses qui les attirent. Alors moi, dans mon jardin, je plante beaucoup de choses qui sont mellifères, comme par exemple les Nepeta ou en fait l'arbre à papillons. On a les chardons qui attirent énormément les abeilles, mais vous savez aussi les guêpes, ils sont quelque chose de positif, ils mangent en fait les nuisibles. Alors il ne faut pas seulement regarder les abeilles, il faut avoir un équilibre dans son jardin. Alors toutes les plantes Echinacea, Alchemilla, c'est le manteau de Notre-Dame, ou les variétés de Nepeta qui ne sont pas stériles, bah, tout ça, ça vous apporte les abeilles. Si vous mettez encore une ruche, c'est naturellement le somnum. Et l'autel d'insectes aussi. Et ça fait partie des arbres super pour les abeilles. C'est en fait un tilleul qu'on peut bien utiliser aussi pour faire des bonnes tisanes. Et quand on parle des arbres, on parle aussi des arboretums. Et on a une petite visite à Roulin pour regarder tout ça. Donc bien sûr nous sommes à Roulin, près du terrain de foot, à côté du chemin du Almesweg. Précédemment, pendant une cinquantaine d'années, c'était une décharge à gravats où on acceptait les cailloux, les terres que les gens ne souhaitaient pas utiliser quand ils construisaient leur maison. Et ensuite, nous avons eu un projet d'exécution d'un arboretum, mais pas seulement sur cette zone-là. On a essayé de l'élargir un peu plus aux terrains qui sont aux alentours. Le projet de l'arboretum de Roulin, démarré en 2011, s'étend sur 2 hectares. Il s'agit avant tout d'un chemin de promenade sinueux menant de la rue de Sarreguemines à un chemin rejoignant le golfe côté jardin. Une 60aine d'arbres d'une 30aine d'essences différentes a été installée. On trouve même des arbres fruitiers que les promeneurs apprécieront. L'idée, bien sûr, c'était de réhabiliter ce site, mais en même temps de sensibiliser la population et les jeunes à l'environnement et aux paysagers. Donc on a souhaité, par le biais d'une consultation d'un paysagiste, qui nous fasse un projet avec des plantations d'arbres, un cheminement. Également, on avait une petite source, donc un ruissellement d'eau qui se jetterait dans le ruisseau, qui est canalisé maintenant jusqu'à un certain point. Avant qu'on arrête la décharge, qu'elle ne soit plus opérationnelle, c'est-à-dire on l'a arrêtée en 2007, il est vrai qu'on avait fait des tentatives de plantation et d'engazonnement du côté des riverains, qui sont les plus proches, mais ça ne suffisait pas et on pense que ils avaient le droit également à avoir un environnement correct et qu'ils ont subi pendant pas mal d'années l'arrivée de tous les camions qui déversaient, etc. Donc je pense qu'il fallait quand même les remercier indirectement, quoi. Alors le coût du projet se monte à 155 000 € hors taxe, qui a été subventionné et aidé à hauteur de 68%. Alors par le FEDER, le Conseil régional, le Conseil général, GRDF également, parce qu'ils font des actions en faveur de l'environnement. Très peu, mais quand même le plus gros investisseur, c'est le FEDER, c'est les fonds européens, quoi, pour 75 000 €. Et la commune en est bien sûr à 32%, pardon, c'est-à-dire environ 53 000 €, quoi. Le but, bon, bien sûr, c'est comme on avait dit tout à l'heure, c'est pour nos enfants, mais aussi pour les écoles. Ils peuvent développer un projet scientifique en venant voir toutes les essences qu'il y a et les panneaux de lecture didactiques qui expliquent chaque essence, quoi.
Donc là, on se situe encore dans la zone de l'arboretum, et qui inclut en même temps cette source qui a été aménagée par les groupes d'ados, les chantiers projets, en fontaine. Donc vous voyez comme c'est beau, on peut se reposer. Les gens qui viennent du golf en promenade peuvent s'asseoir ici. Il y a un petit aménagement fleuri, des poubelles, etc. Et cette eau se reverse dans le ruisseau qui passe en bas, où notre petit ruissellement également de l'arboretum de tout à l'heure que vous avez vu rejoint. Voilà. La commune de Roulin a fait là un pari sur l'avenir. Aux riverains maintenant de s'approprier les lieux, même s'il va falloir attendre un peu avant de pouvoir se prélasser à l'ombre de ces arbres. Et voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Et aussi, c'est fini pour nous parce que ça fait 5 ans maintenant que je suis votre jardinière. Et tout doucement, j'ai des projets qui sont très intéressants en Luxembourg. Comme vous avez peut-être lu ou entendu, j'ai eu un super projet dans un parc historique à Mondorf-les-Bains, et tout ça, ça va me prendre les prochaines années parce que ce jardin, il était fait par un très grand botaniste du fin 19e siècle, et mon challenge sera maintenant de le refaire en fait dans cet état du fin 19e, et j'espère de vous voir ici ou là-bas. Je vous embrasse très fort. Ça m'a fait énormément plaisir de faire ces émissions et ça me manque déjà. Alors peut-être on se voit de temps en temps juste pour un petit clin d'œil. Je vous adore tous. Merci pour votre fidélité des derniers 5 ans. Vous pouvez me trouver bien sûr sur Facebook. Vous me trouvez aussi sur le site internet. Voilà, et comme ça on peut rester en contact. Ça me fera plaisir. Ciao! Le jardin de Lulu vous ouvre une nouvelle fois ses portes le 7 juillet de 10h à 18h, c'est à Diefenbach-les-Putlanges. Le château de Pange accueille le 28 juillet les danseurs du roi pour un goûter royal. Enfin, ne manquez pas les promenades avec le jardinier au jardin des faïenciers. Retrouvez le programme sur le site des musées de Sarreguemines. Nous sommes amenés à donner un avis sur un document qui va conditionner le développement futur de notre secteur. Le développement du territoire ne sera pas laissé à l'improvisation. La population s'installe là où il y a de l'emploi et des services. Or, la courbe démographique s'inverse ces dernières années en faveur des zones périurbaines. Conscients de l'enjeu environnemental, les collectivités ont l'obligation d'instaurer un SCOT, un schéma de cohérence territoriale qui fixe pour les 20 prochaines années sur un territoire donné des orientations en matière d'urbanisme, de transport, de développement économique, des orientations encadrées par des dispositions réglementaires dans une logique de développement durable. Je rappelle que c'est un document qui est obligatoire et qu'il faut, je dirais, valider si nous ne voulons pas qu'on nous impose des règles d'urbanisation drastique dans le futur. Sur le plan démographique, le SCOT de l'arrondissement de Sarreguemines vise une augmentation de 4100 habitants sur 20 ans grâce à une offre résidentielle adaptée aux besoins des populations et plus économe en foncier. Le volet environnemental est omniprésent dans les prescriptions du SCOT. Donc, les nouveaux logements qui seront construits seront à 46% ou devraient être à 46% construits dans ce qu'on appelle les dents creuses, dans les espaces qui restent libres à l'intérieur d'une zone urbanisée, et 54% par extension de l'urbanisation. C'est là qu'on est dans ce qu'on peut voir au niveau des lotissements,
quand la commune s'agrandit, quand le périmètre urbain s'agrandit et grignote sur les terres agricoles. Sur le plan de l'emploi, le SCOT vise un objectif ambitieux, 4000 emplois sur 20 ans. Pour ce faire, l'offre économique foncière doit être à la hauteur des ambitions. Voilà, donc le projet économique du SCOT, donc, une priorité au réinvestissement des friches urbaines au cours des prochaines années, avec une perspective de création de 4000 emplois sur 20 ans. C'est important, même si ça correspond à peu près au nombre d'emplois qui ont été créés dans les années 90-2000, donc à l'époque de l'installation de la SMAR. Donc c'est un chiffre qui n'est pas inaccessible. Le périmètre du SCOTAS est celui de l'arrondissement de Sarreguemines. Il est composé de 84 communes et de 4 EPCI qui devront chacune approuver ou non le document. Pour l'instant, ce qui nous concerne avant tout... La Casque est principalement concernée dans ce document par les zones d'activités économiques et commerciales et tout ce qui touche à l'environnement. Les zones d'urbanisation sont encore de compétence communale, mais pour combien de temps encore? Vous savez qu'on parle de plus en plus d'un PLU intercommunal, ce qui peut être un peu inquiétant pour les uns et puis peut-être une bonne chose pour d'autres. Je vous laisse à chacun le soin de vous positionner par rapport à ça, mais il faut savoir qu'on l'évoque de plus en plus souvent actuellement. Et dans ce cas-là, eh bien sûr que l'intercommunalité serait concernée également par la partie d'urbanisation. Michel Bourg, maire de Dixan-les-Roulins, s'abstient lors du vote, dénonçant le diktat des instances parisiennes. Donc la liberté d'action des participants à ces concertations était très très limitée. Je considère que c'est un modèle de manipulation technocratique et de gestion soviétique. Le énième plan est contraire à la liberté de gestion des collectivités. Et donc je m'abstiendrai. Il y a des choses qui ont été fixées, qui ont été par vote approuvées, et je dirais même que si on n'est pas dans l'approbation au mois de décembre, eh bien il faudra tout remettre en question avec un nouveau Grenelle qui sera encore beaucoup plus compris. Ce sont les menaces, effectivement. Ah ben oui, mais parce qu'il y a une volonté politique, et quels que soient les gouvernements, effectivement, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, de fixer des règles. Ce sont des règles qui, à un moment donné, conviendront aussi aux responsables des communes que vous êtes les uns et les autres. Parce que vous ne pouvez pas tenir deux discours. Un premier qui est de dire, dans ma commune, je suis sollicité par des particuliers qui veulent construire à l'autre bout du village, et vous n'avez pas d'opposition à apporter, et dans le même temps, quand il y a des règles qui sont fixées pour économiser ces espaces, au profit de l'environnement, au profit aussi de la gestion de la commune, au profit aussi des espaces agricoles, dire que ça ne nous convient pas. Le projet a été soumis le lendemain au conseil municipal de Sarreguemines qui l'a approuvé avec une abstention. La ville est concernée principalement sur la partie urbanisation. Le PLU, qui a été approuvé lors de la même séance, respecte les dispositions du Grenelle de l'environnement. Néanmoins, une mise en compatibilité sera nécessaire sur des points mineurs, notamment sur le nombre de logements ou hectares. Elle porte évidemment sur l'adaptation des chiffres d'extension urbaine aux chiffres retenus dans le SCOTAS, et elle porte sur l'application des trappes vertes et des coupures d'urbanisation. Je trouve que les hypothèses qui fondent ce SCOT sont extrêmement optimistes dans bien des cas, sur les rythmes de création de nouveaux logements, sur le développement de la population, etc. Donc je ne serais pas comptable une étude sur les choses qui risquent de se montrer tout à fait irréalistes par la suite. La deuxième chose, c'est quand même le chiffre, je voudrais le vérifier. On a 40 logements prévus par hectare en centre-ville, c'est ça ? Dans le tissu urbain du centre-ville, c'est tout à fait normal. En revanche, quand on est dans les quartiers, ça paraît beaucoup.
Parce que si je calcule, ça fait 250 mètres carrés d'emprise. On peut dire que le chiffre de 40 est beaucoup, celui de 30 conviendrait mieux pour la ville. C'est une restriction vis-à-vis de la liberté des communes d'établir leur PLU ou d'établir leur plan d'urbanisme. Donc pour moi, le problème entre 30 logements à l'hectare ou 40 logements à l'hectare, c'est pas le seul problème. Le problème, c'est qu'il couvre 85 communes. Pourquoi 85 ? Donc c'est certes contraignant, je partage ce que vous dites, mais dans le même temps, est-ce que ce n'est pas une règle qu'il faut qu'on se fixe pour qu'effectivement on aménage d'une façon cohérente le territoire ? Le projet de SCOTAS sera soumis à enquête publique en septembre en vue de son adoption définitive en décembre. Il sera révisable tous les 6 ans. Ce document s'imposera aux autres documents d'urbanisme. Le projet est consultable sur le site du syndicat mixte www.syndicat-mixte-sarreguemines.org. Le site universitaire de Sarreguemines offre une nouvelle licence droit, parcours droit de l'entreprise dès la rentrée 2013, qui vient compléter l'offre déjà existante. Un surcoût de 15 000 € par an pour la casque. On a exactement la même offre de formation que Metz ou que Nancy. Par rapport à Metz, on a même les mêmes intervenants. Donc on est tout à fait dans une offre de qualité. D'accord. Et il me semblait que l'un ou l'autre, y compris moi, mettions davantage l'aspect financier en avant que l'aspect environnemental. L'acquisition d'un bus hybride n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil. Dominique Limbach a défendu ce projet dont le coût par rapport à un bus classique passe quasiment du simple au double. Le prix d'un bus classique est de 188 500 € hors taxe, celui d'un bus hybride est de 323 500 € hors taxe. Et pour ce marché, Aloïs Haug, maire de Frauenberg, déplore qu'un seul candidat ait postulé. À savoir le seul candidat qui a postulé donc pour vendre un bus hybride, c'est Irisbus, qui est donc notre fournisseur depuis, je crois, 2003, si je le lis bien dans le rapport. D'autre part, je pense, c'était mon avis déjà en première commission, à chaque réunion, qu'il est actuellement prématuré, nous, casques, de se lancer dans ce projet. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour ce genre de véhicule, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de ce genre de véhicules en circulation dans la France. Et d'autre part, je pense que, et on avait une fois dit en commission aussi, que le prix actuellement est très élevé et que, en attendant peut-être 2-3 ans, voire 4 ans, le prix, c'est vrai, si la tendance est dans toutes les villes de France à acheter des bus hybrides au maximum, je pense que là, les prix chuteront. C'est à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, Irisbus qui l'avait dit lui-même. Voilà, c'est la réflexion que j'avais menée et que je maintiens. Ce sont des bus qui circulent déjà. Mais tout le projet Métis, effectivement, sera hybride. Le coût pourrait être minoré de 58 000 € grâce à des subventions obtenues de l'ADEME et de l'Europe. Je ne suis pas sûr que dans quelques années, ces subventions-là existeront. Actuellement, au niveau de l'Europe, on encourage. C'est la musique du nouveau bus. Hein. Ces technologies existent déjà à l'étranger depuis des années. Chez nous, on n'a pas encore effectivement de recul sur une dizaine d'années. Les premières expériences ont été tentées en 2008-2009. Et il faut s'inscrire dans la marge de l'histoire. Aujourd'hui, que ce soit des communes de gauche ou de droite, et je cite les 2 dernières grosses acquisitions, à Bordeaux ou à Dijon, on s'engage dans cette voie-là. Donc je pense qu'on est dans le vrai, l'avenir nous le dira, et peut-être que dans 10-15 ans, cette technologie aura évolué et qu'on parlera peut-être des piles combustibles ou de l'hydrogène, on parlera peut-être d'autres choses. Le projet est approuvé avec 5 abstentions. Edgar Lauer rapporte un désordre quotidien au centre de transfert et de tri de Volperswiller lié au croisement des prestataires et des privés, d'où la nécessité de sécuriser le site, d'autant plus qu'une déchetterie artisanale y est projetée.
Un nouvel aménagement du site est envisagé, comprenant une voie d'accès à la SPA, une entrée contrôlée avec une centralisation des pesées et un giratoire de répartition des circulations, une voie de desserte des différents sites ouverts au public et une voirie de desserte du centre de transfert et de tri. Voilà, c'est l'idée du réaménagement de ce site. Vous savez que la partie avant, qui est la partie du stockage des déchets qui ont été broyés pendant 40 ans, on ne peut pas y toucher, elle est parfaitement imperméabilisée, donc il n'est pas question de toucher à cet espace-là, mais réaménager ce qui peut être sur ce site de Feuille-Percidaire. Coût de l'opération, 1 250 000 €, dont 500 000 € à la charge de la casque et 750 000 € à la charge du SIDEM. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.